Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. En tant qu'acteur de la société civile. Merci infiniment de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir partager avec nos fidèles auditeurs quelques informations, quelques impressions sur ce processus électoral ainsi que tout ce à quoi cela va donner lieu dans les tout prochains jours. Ouais. De façon globale, je pourrais dire que les élections qui ont eu lieu le 30 juin passé m'ont donné l'opportunité de vérifier un certain nombre de choses. Quelles sont les choses que j'ai voulu vérifier à travers ce scrutin? Oui, la première, c'est comme il s'agit des élections locales. La façon dont les candidats doivent se prendre était pour moi un objet de recherche. C'est-à-dire, je voudrais voir comment est-ce que les candidats à ces élections locales allaient se comporter vis-à-vis de l'électorat. À travers la campagne électorale? Tout à fait. À travers la campagne électorale, les genres de promesses, les genres d'offres politiques, puisque la campagne électorale est la rencontre d'une offre politique et d'une demande sociale. Et donc, ce que les candidats vont proposer en tant que futurs prétendants, disons, aux conseils municipaux, cela m'intéressait et j'ai pu vraiment trouver un certain nombre de choses au cours de la campagne. Voilà. La deuxième chose, c'est la mobilisation de l'électorat. C'est-à-dire le jour du vote. Voilà, le jour du vote, je voulais voir quel va être le niveau de mobilisation, c'est-à-dire quel est l'engouement que les électeurs auraient pour ce genre de scrutin. C'est une première dans la majeure partie des citoyens, dans la situation de la majeure partie des citoyens. Tout à fait. Puisque le Togo compte une population majoritairement jeune, ceux qui ont entre 15 et 30 ans sont à peu près ils font 60% de l'effectif. Ceux qui n'ont jamais voté au cours d'une élection municipale. Tout à fait. Donc ça veut dire que la grande majorité ne sait rien de cette élection. Et donc il fallait voir est-ce que le message est passé. Et la troisième chose que je voulais vérifier, c'est finalement quand tout ça va se passer, comment est-ce que comment est-ce que les institutions qui encadrent les élections vont réellement conduire le processus. Alors pour revenir au premier élément sur lequel j'ai voulu fonder mon observation. Oui, la campagne, c'est notamment le genre d'offres politiques. Oui. Bon, j'ai pu observer que les candidats, beaucoup ne maîtrisent pas la loi sur la décentralisation et des libertés locales. Et ils se sont jetés à l'eau comme ça. Ils se sont jetés à l'eau pour pouvoir faire des offres, proposer des choses qui, quelquefois, ne sont pas vraiment en harmonie avec la loi. Voilà. C'est-à-dire quand on parle d'élections locales, c'est-à-dire quand on dit qu'on veut mettre en place des conseils municipaux, il s'agit de façon très précise de choses concrètes, c'est-à-dire il s'agit du développement des communes. Voilà. Et le développement des communes, ça se comprend très bien. Il y a des éléments précis sur lesquels il faut... Déjà définis par la loi. Voilà. Il y a des choses précises sur lesquelles l'offre politique doit se concentrer. Oui. Bon, malheureusement, vous avez pu constater que beaucoup de candidats n'étaient pas en adéquation, n'étaient pas conformes à cette disposition. Voilà. Beaucoup, parce que ne maîtrisant pas vraiment la loi, ils se sont jetés à l'eau. Et cela est dû aussi au fait que la plupart des candidats ne se sont pas donné le temps de se former eux-mêmes d'abord avant de se jeter dans la bataille politique, avant de se jeter dans la campagne. Normalement, les personnes qui aspirent à devenir des conseillers municipaux devraient au moins se faire former sur les fondamentaux de la décentralisation et des élections locales. Par eux-mêmes ou bien peut-être une initiative de leur parti politique ou de regroupement de partis politiques. Normalement,
c'est-à-dire c'est la loi et même la Constitution a demandé à ce que les partis politiques forment leurs militants. Et donc cette formation, étant donné que nous sommes dans un processus où c'est le développement local qui est en ligne de mire, et les partis politiques devraient normalement former leurs militants, et particulièrement les personnes que ces partis voudraient positionner pour pouvoir prétendre au poste de conseillers municipaux. On s'est rendu compte que certains l'ont fait, mais beaucoup ne l'ont pas vraiment fait comme il se doit. Mais maintenant, au sein des partis politiques, les militants qui aspirent à devenir des conseillers municipaux, ces militants-là, eux-mêmes, si leur parti ne le faisait pas, eux-mêmes devraient prendre l'initiative. Voilà, se faire former sur les fondamentaux. Parce que la décentralisation et le développement local, c'est un vaste chantier, c'est un domaine très grand, très profond, sur lequel on fait même une thèse de doctorat. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et cela nécessite une formation préalable avant de s'y engager. Voilà, il faut vraiment une formation, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. La troisième chose sur ce volet-là, c'est que les listes les listes constituées par les candidats, quelquefois c'est des gens, c'est des personnes comme ça qu'on a pris à tout venant. On dit viens donner ton nom, donc on a essayé, c'est un ramassis. On me permettra ce vocabulaire, ceci c'est un peu déplacé, on me l'excusera. C'est pour certaines listes, c'est des figurants, c'est des gens qu'on a pris comme ça et on les a mis, et tout cela ça fait ressentir au niveau de la campagne. Bon, maintenant les caravanes, oui, c'est vrai, il y a eu de gigantesques caravanes. C'est vrai, il y a eu des gigantesques caravanes, mais est-ce que les demandes sociales du moins ont été prises en compte au cours de la campagne selon votre œil ou regard d'observateur? Ok. Les demandes sociales, qu'est-ce que veulent les populations? C'est ça ce qu'on appelle la demande sociale. Oui. Quand on est dans une ville, la demande sociale est différente de la situation d'une personne qui se trouvait dans un milieu rural. Et donc, quand on est en milieu urbain, le problème d'assainissement, le problème du cadre de vie et de la qualité de vie, c'est un problème assez particulier. Et quand on parle de qualité de vie, il s'agit d'un certain nombre d'éléments précis sur lesquels on doit, qui constituent les besoins des populations. Par exemple, quand on prend la ville de Lomé, elle est, disons, la préfecture du Golfe, elle est morcelée en 7 communes. Alors, là, c'est les Golfes, 1, 2, 3, jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Le genre de proposition qu'on doit faire aux différentes communes du Golfe, ça doit concerner les besoins et préoccupations qui sont précis, qui sont précis pour les populations. Par exemple, quand on dit qu'on veut offrir de l'emploi aux jeunes, c'est déplacé. C'est déplacé? Oui, c'est déplacé. Quand on veut à Lomé comme ça, parce que la question de l'emploi des jeunes, quand vous prenez une commune comme Golfe 1, alors Golfe 1, c'est déjà Est. Les Adapamé, Bekota, etc. Oui. Qu'est-ce qu'un élu local pourra faire concrètement pour la question, pour la résorption de la question du chômage là-bas? Ça va être très difficile. Parce que quand vous faites une offre, il faut pouvoir disons, disposer des moyens pour satisfaire ça. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on est élu pour 6 ans? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir satisfaire la demande d'emploi dans un périmètre comme ça? Et ça là, c'est à un niveau qui n'est pas du tout du ressort de la commune. Voilà, c'est un niveau supérieur. Parce que la question de l'emploi doit se résoudre à travers un programme national. Un programme national, et peut-être quand on veut descendre un peu plus bas, au niveau régional. Donc le problème d'emploi doit être réglé. Pour le Grand Lomé, c'est un espace où on peut régler véritablement le problème d'emploi.
Et donc, quand l'espace, le Grand Lomé, et non les petits compartiments, disons, les communes. Là, on ne peut pas véritablement, ce n'est pas assez réalisable. C'est pas réaliste de prétendre régler le problème de chômage dans les communes comme ça qu'on a créé dans le Grand Lomé. On peut peut-être faire certaines choses. Mais il peut y avoir au moins des emplois intermédiaires, c'est-à-dire temporaires. Oui, mais quand on parle de chômage, ou bien quand on parle de sous-emploi, parce que le sous-emploi se traduit par les emplois précaires que les gens ont, notamment la question de Zébidien, etc. C'est des emplois précaires, c'est des emplois qui ne sont pas pérennes. Bon, donc, ce genre de problème, c'est ce genre de demande sociale, un candidat à un poste municipal doit vraiment faire attention pour ne pas mettre les gens dans une attente qu'on ne donc pourrait ceux pas... qui au cours de la campagne étaient passés même ici sur Victoire FM en disant oui, nous allons vous créer de l'emploi en faisant ça, un peu dans la démagogie. Comment est-ce qu'ils le feront? Ça, ce n'est pas très certain. Donc ce n'est pas réaliste du tout. Oui, ce n'est pas vraiment réaliste. Mais quand quelqu'un vit dans un milieu urbain, l'essentiel, les besoins d'un citadin, c'est le cadre de vie. Bon, le cadre de vie, c'est par exemple quand je me lève et que je sors de ma chambre, je suis dans la rue qui passe devant moi, je veux voir une rue très propre, avec des caniveaux qui sont nettoyés régulièrement. Je veux avoir de la lumière dans l'enlèvement peut-être de mes déchets, les déchets, ordures. voilà, je veux que ça soit bien fait. Je veux par exemple un service assuré de comment on appelle service de santé. Je veux avoir un centre de santé qui soit proche de moi. Il y a même des paramètres qui permettent de vérifier ça. Par exemple, de ton domicile, quand tu es malade, de ton domicile au lieu de soins, tu ne devrais pas normalement dépasser 10 minutes à pied, normalement. Tu ne devrais pas dépasser, c'est-à-dire que quand on est dans un centre urbain, tu ne devrais pas dépasser 10 minutes, au maximum 20 minutes. Parce que tout ça, là, ça rentre dans la qualité de vie. Si je suis en milieu urbain et que je ne peux pas, si je tombe malade, une crise survient par exemple, et que c'est... Il faut faire peut-être 30 minutes. Voilà, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Donc, c'est des choses comme ça que ceux qui prétendent au poste de conseillers municipaux dans une ville, c'est des choses comme ça qu'ils doivent réfléchir. Et c'est ça qui entre dans ce qu'on appelle la qualité de vie en milieu urbain. Il y a des normes qui sont fixées, notamment par l'OMS en matière de santé, notamment. Bon, il y a plein de choses comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui se sont jetées dans la bataille devraient normalement au préalable essayer de chercher ces informations pour savoir quel type d'offre ils doivent faire aux citoyens. Mais on a constaté que, bon, comme c'est, disons, ça fait déjà des alors années. Finalement, c'était comme une campagne pour les législatives, apparemment. Oui, les gens sont vraiment habitués à ce type de campagne législative, la présidentielle, où, bon, on dit beaucoup de choses. Oui, mais quand même, est-ce qu'on doit les blâmer, étant donné que c'est une première depuis l'avènement de l'ère démocratique? On ne doit pas les blâmer. On ne doit pas les blâmer. On peut dire que, en tout cas, c'est mieux qu'on commence par là. Ça fait ressortir les problèmes. Les manquements. Voilà. Les failles. Et on pourra alors prendre les mesures appropriées pour pouvoir essayer de régler ces problèmes-là comme il se doit. Oui. Bon, venons-en au à la deuxième observation. Oui. La mobilisation de l'électorat. Alors, la mobilisation de l'électorat est un indicateur assez important. C'est-à-dire, cet indicateur-là nous permet de mesurer le niveau de compréhension des citoyens de ce processus-là. C'est-à-dire, il s'agit véritablement, quand on parle de décentralisation, il s'agit de la participation citoyenne. C'est-à-dire qu'on veut ramener les choses du niveau central à un niveau périphérique, là où se trouvent les citoyens. Et donc, ce qu'on attend fondamentalement, c'est la participation du citoyen à la gestion de la chose publique. Son implication. Voilà, au niveau local. Si c'est compris comme ça, si cela est compris comme ça signifie quoi? Au moment du vote, les gens doivent se bousculer dans les bureaux de vote. Ils doivent être très nombreux à se bousculer dans les bureaux de vote parce qu'ils veulent élire, ils veulent choisir des personnes
qu'ils jugent les mieux à même de prendre en compte leurs besoins et préoccupations. Des personnes représentatives. Voilà, des personnes représentatives. C'est ce que cela devrait être. Mais malheureusement, oui, on s'est rendu compte que, bon, à travers, même chez vous ici, j'ai bien écouté des électeurs et même des agents de bureau de vote qui ont dit que la mobilisation, du moins dans le périmètre de Lomé ici, et même à l'intérieur. Du Grand Lomé, il faut le dire. Du Grand Lomé ici, la mobilisation n'était pas vraiment ce qu'on devrait attendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, les gens n'ont pas vraiment compris le sens et l'importance de ce scrutin. Alors, pourquoi ils n'ont pas compris? Bon, il se peut qu'ils n'aient pas reçu les informations appropriées. Parce que tout ça, là, c'est une question de motivation. Et pour pouvoir motiver, il faut d'abord informer. Il faut informer, ensuite inciter à l'action. Et ça, c'est le travail disons, c'est un travail que les partis politiques doivent faire, mais ce n'est pas seulement eux, parce que c'est le gouvernement qui a mis en branle le processus. C'est le gouvernement qui doit normalement informer les citoyens et vraiment les informer à fond, par des méthodes appropriées et se donner du temps, un temps conséquent pour le faire. Ça n'a pas été fait comme il se doit. C'est vrai que des initiatives ont été prises, mais ces initiatives n'ont pas vraiment touché la base comme il se doit. Et donc, ça fait que les électeurs ne comprennent pas. Il y a même jusqu'au jour du scrutin, il y en a encore qui se demandent, mais c'est quelle élection on veut faire encore? Parce qu'on est allé à des élections le 20 décembre passé, et on nous demande encore de venir voter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, alors, quand des citoyens qui normalement devraient être les acteurs de demain, dans la gestion des affaires locales, si des citoyens en sont encore là, à ce stade-là, en se posant ce genre de questions, ça veut dire que les gens n'ont pas reçu l'information. Voilà, ils n'ont pas reçu la bonne information. Donc ils n'ont pas été sensibilisés, il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie. Absolument. Ah oui. Absolument. Donc, ça a fait que la mobilisation n'a pas été... Bon, on dira, au rendez-vous. Oui, ça n'a pas été au rendez-vous. Des gens rétorquent en disant que, bon, même dans les pays développés, les élections locales souvent ne mobilisent pas... Ce sont des pays développés, mais ici, nous sommes quand même à une première phase. Voilà. Et nous ne voulons pas, parce que ceux-là, ils sont à un niveau de développement tel que les gens ne se préoccupent plus tellement des affaires politiques, etc. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est d'amener les citoyens à la base à vraiment s'impliquer dans la gestion de la chose publique au niveau local, afin que... Oui, maintenant, est-ce que on peut rattraper cette étape-là, étant donné que l'élection s'est déjà passée, s'est déjà déroulée? Comment est-ce qu'on peut finalement user de toutes les prérogatives idoines afin de rallier cet électorat, ceux-là qui étaient indifférents vis-à-vis donc de ce scrutin à la chose, afin que les communes puissent se développer? Ok, cela est bien faisable. C'est vrai, on n'a pas pu préparer l'électorat ou bien les citoyens au jour du scrutin, on ne l'a pas préparé pour ça, mais on peut toujours la faute aux partis politiques et la faute également au gouvernement qui a enclenché le processus. Tout à fait. Faute de pédagogie. Tout à fait, mais on peut toujours le faire maintenant. On peut le faire maintenant parce que... Et quoi faisant concrètement? Voilà, en organisant tout simplement des campagnes de sensibilisation et d'information du public. Et ça, c'est un processus qu'on peut faire même sur les 2 prochaines années, c'est-à-dire à partir de maintenant, bien sûr. mais vraiment, vous n'avez pas dit 2 semaines, vous n'avez pas non plus dit 2 mois, mais 2 années. Oui, parce que quand vous voulez faire en sorte qu'il y ait un changement de mentalité, la pédagogie suppose que vous disiez la même chose sous plusieurs formes et sur un temps conséquent. Donc, c'est pourquoi on dit que la répétition est là de la pédagogie. Voilà, tout à fait. Donc, aller dans les cantons et dire aux citoyens, leur expliquer ce que c'est que le développement local et ce en quoi consiste leur propre participation à ce développement local. Maintenant que les élections sont passées, l'accent doit être mis sur le développement local et la participation du citoyen à la réussite de ces processus-là. Et donc, ça doit faire l'objet d'une campagne d'information et de sensibilisation sur la durée. Au moins sur les 2 ans à venir, on doit le faire. On doit le faire
non seulement à l'endroit des citoyens, mais on doit également le faire vis-à-vis des personnalités qui seront connues prochainement. Oui. Avec la proclamation des résultats. Voilà, ceux-là qui seront les membres des conseils municipaux. Eux-mêmes ont besoin vraiment, comme on l'a dit en début d'émission, ils ont besoin d'être formés. Les maires doivent être formés et formés sur différentes thématiques. Hein, comment on gère une commune, comment est-ce qu'on peut bâtir. Ça ne va pas retarder les promesses faites, les offres politiques proposées aux citoyens. Mais vraiment, c'est pourquoi on devrait être prudent. Nous sommes, les députés, qu'on appelle les conseillers qui vont être élus, auront un mandat de 6 ans. Oui. Le réalisme voudrait qu'ils se disent que il doit y avoir un temps d'information, de formation, de sensibilisation qui va préparer tout le monde, tous les acteurs. Parce que quand on parle de développement local, il s'agit d'un certain nombre d'acteurs qu'il faut d'abord préparer. Et il faut les préparer avant de pouvoir les mettre dans la dynamique de l'action au profit du développement. Donc, on doit en tenir compte. Si ce n'est pas fait, on peut aller à gauche et à droite. Ce sera du saupoudrage. Ça ne servira à rien. Je parle de préparation. Il y a la préparation des mentalités, mais il y a également, disons, un diagnostic que chaque commune doit poser. Les partis politiques ou bien les candidats ont proposé aux électeurs leur vision des choses. Mais ce n'est pas la vision là qu'on va appliquer. Oui, puisqu'ils ne seraient peut-être pas les seuls à être élus dans les différentes communes. Voilà. Et donc, une fois le conseil municipal mis en place, le conseil doit commanditer des études sur la commune, leur périmètre communal, pour savoir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les potentialités, quelles sont les menaces sur cette commune. C'est ça le diagnostic. Et c'est de ce diagnostic-là que chaque commune va dégager maintenant une vision. La commune doit se donner une vision, c'est-à-dire quel est le rêve que font les habitants de cette commune-là sur au moins les 10 prochaines à venir. Les 10 prochaines années. Voilà. Donc, quelle est la vision? Et c'est de cette vision maintenant qu'on va essayer de dégager. Cette vision doit découler d'une étude. Tout à fait, d'une étude. Étude diagnostique. C'est incontournable. Absolument, dans chaque commune, c'est ça qui doit se faire. Et c'est ce qui se fera. Et est-ce qu'on peut s'en passer? On ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas possible. Si on s'en passe, ce n'est pas du développement local. Aucun développement local ne peut se faire si on ne connaît pas l'existant. Peut-être si on nous dit qu'il y a un plan directeur pour chaque commune défini peut-être par le gouvernement, etc. etc. Est-ce que, hormis cela, on doit encore faire une étude? En plus de cela, plutôt, on doit absolument faire dans chaque commune une étude diagnostique qui permet de cerner réellement les contours de la commune. Et même, ça doit donner lieu à ce qu'on appelle une monographie. La monographie, c'est une étude qui fait ressortir les réalités d'un territoire. Et donc, ça doit se faire. Et c'est après ça que chaque commune va se doter d'un plan de développement communal. Le plan de développement communal est le résultat de tout ce processus-là. Et c'est que lorsque ce plan est maintenant disponible, qu'on peut savoir exactement quelles sont les priorités. Quelles sont les priorités pour la commune. Par exemple, pour, disons, 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, et jusqu'à la fin du mandat, quel est l'ordre de priorité à établir? Et ça se fait avec la population et tous les acteurs concernés. Avec la population. Cela ne veut pas dire que monsieur tout le monde viendra dire un mot. Non, pour faire la planification locale, on met en place ce qu'on appelle une assemblée de planification. Et l'assemblée de planification est constituée de toutes les entités représentatives au niveau local. Par exemple, les jeunes, à travers leurs représentants, les femmes, leurs représentants, les handicapés, leurs représentants, les personnes âgées, leurs représentants, les CDQ, la chefferie traditionnelle, et même les syndicats et les entreprises, le secteur privé, qui sont donc dans ce périmètre communal. Tout à fait. Donc, ce sont les représentants de tous ces acteurs-là qui vont former ce qu'on appelle l'assemblée de planification. Et c'est l'assemblée-là. Est-ce que tout le monde
maîtrisent cet aspect de la chose, ou bien c'est maintenant qu'il faut leur apprendre ces notions? Voilà, je ne peux pas dire que tout le monde ne le sait pas. Parmi les candidats, il y a des cadres, il y a des gens qui sont des économistes, ou bien des gens qui ont étudié le développement et qui... Bon, maintenant, ces choses-là doivent faire également l'objet de formation à l'endroit des personnes qui seront élues prochainement. Bon, une fois que les conseils seront mis... Donc, ça veut dire quoi? Puisque tout le monde dans les conseils municipaux n'est pas au même niveau de formation. Non, oui, beaucoup ne sont pas vraiment, disons, à ce niveau-là. Donc, il faudra les préparer. Une fois que ces personnes sont élues, il va falloir vraiment les former disons, à la notion de développement local, ce qui suppose une planification locale. Voilà, les Togolais attendent les chiffres provisoires au niveau de la CENI, ce qui n'est pas encore fait. Oui. Qu'est-ce que la loi en dit? Ok. Ou qu'est-ce que la loi prévoit par rapport à la proclamation des résultats? Par rapport à la proclamation des résultats, la loi dit que une fois que les résultats, disons, les résultats issus des bureaux de vote sont remontés au niveau des CELI, les conseils, la commission électorale locale. Oui, la commission électorale locale indépendante. Ces commissions-là, les 38 CELI, vont compiler les résultats qui sont venus des bureaux de vote. Elles vont compiler ça et les 38 CELI vont transférer à la CENI ces résultats. Bon, mais c'est à la CENI que les calculs se feront. Les calculs qui permettent d'attribuer les sièges. Par exemple, quand on prend les listes, chacun a positionné une liste dans une commune donnée. Alors, est-ce que ma liste a pu obtenir des voix? Déjà, au niveau du bureau de vote, on peut le savoir, que ma liste a obtenu tel nombre de voix. Mais combien de sièges moi aussi je peux avoir dans toute la commune? Voilà, on ne peut pas le savoir au niveau du bureau de vote. On ne peut même pas le savoir au niveau de la CELI. Ce n'est pas possible de le savoir au niveau de la CELI? Oui, au niveau de la CELI, on peut le faire. Ou bien on peut avoir une idée? Oui, on peut faire le calcul parce qu'on sait que au niveau de la CELI, on sait qu'on a, disons, un regard d'ensemble sur l'ensemble des bureaux de vote de la commune en question. Remonter vers la CELI. Oui, d'accord. On peut savoir ça. Donc, on peut faire le calcul pour déterminer ce qu'on appelle le quotient électoral communal. Oui. Et une fois qu'on connaît le quotient électoral communal et qu'on connaît aussi le nombre de voix que toutes les listes en compétition ont pu obtenir, on peut déjà commencer par comment appelle-t-on faire le calcul qui permet d'attribuer les sièges. Mais il me semble que c'est une mesure de précaution que la CENI a prise. Et la CENI ne permet pas que ces calculs se fassent au niveau des CELI. Donc les CELI remontent toutes les informations au niveau de la CENI et c'est la CENI qui va faire les calculs là et va... Oui. Est-ce que ce sont des fiches, de simples fiches que la CELI fait remonter vers la CENI ou bien les PV plus les documents comportant les compilations de tout ce qui est sorti des urnes? Oui, bon, déjà au niveau du bureau de vote, à la fin, quand on fait le dépouillement, à la fin du dépouillement, la loi dit que on dresse un PV, un procès verbal. Et ce PV qui est signé, on en fait en 2 exemplaires. Il y a un exemplaire qui est envoyé à la CELI et puis un second exemplaire qui est envoyé à la CENI, déjà à partir du bureau de vote. Pour pouvoir se prémunir contre de fâcheuses tentatives de fraude. Bon, maintenant, quand la CELI reçoit tous ces PV... Alors, monsieur Janvier Nestor Agbedi, à ce niveau, vous dites que 2 exemplaires de PV, un PV envoyé à la CELI et un autre PV envoyé à la CENI. Qui envoie le PV du bureau de vote vers la CENI? Comment ça se fait? Ok, vers la CENI. La CENI. Pas la CELI. Ok. Oui. Alors, quand les PV parviennent au niveau de la CELI, qui est la commission électorale locale indépendante, c'est la CELI qui rassemble tous les PV émanant des différents bureaux de vote de la commune. C'est la CELI qui en fait la compilation, dresse un rapport et dit, voilà, dans le périmètre de cette commune-là, voilà le nombre de bureaux de vote qu'on a, le nombre de suffrages exprimés, tout ça là. C'est la CELI qui le fait et c'est la CELI qui transmet tout ça avec le rapport
qui transmet ça à la CENI, Oui. la commission électorale locale indépendante, la commission nationale. Voilà. Donc, c'est la CENI maintenant qui a reçu les PV des 38 CENI du territoire national qui va maintenant se mettre à table pour faire le calcul, hein, pour voir dans chaque commune, hein, en se basant sur les résultats qui lui sont remontés des bureaux de vote pour faire les calculs pour attribuer donc les sièges. aucun PV ne provient directement de bureau de vote pour aller à la CENI directement. Ce n'est pas possible. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est possible. C'est-à-dire que les PV transitent d'abord par la CENI avant d'atteindre la CENI. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une relation directe entre la CENI et le bureau de vote? Oui, j'ai dit qu'on fait 2 PV. Oui. Dans un bureau de vote, on fait 2 PV. Il y a un PV que le bureau de vote envoie à la CENI et il y a l'autre que le bureau envoie à la CENI. Directement. Ça ne transite plus par la CENI. Ça, voilà. Pourquoi tu parles de transiter? En fait, c'est le même PV. Oui. On fait ça en 2 exemplaires. On envoie un exemplaire à la CENI. D'accord. Le bureau de vote dépend de la CENI. C'est son patron. Mais par mesure de précaution, il se peut que ce PV soit perdu quelque part. Il se peut que quelque chose arrive à ce PV. Par mesure de précaution, la loi dit que le bureau de vote envoie aussi un exemplaire à la CENI. Donc la CENI... Et à ce niveau-là, je pose la question de savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est le président du bureau de vote qui transporte avec son rapporteur directement pour venir à la CENI, ou bien il y a une autre entité qui assure le convoi, ou bien comment il faut faire parvenir ce PV à la CENI? En principe, ce n'est pas les soins du président du bureau de vote et de son rapporteur que ça se fait. Alors, concrètement, la loi n'a pas donné les détails concernant le mode de transmission, mais ce que la loi dit, c'est que les PV sont transmis, une copie à la CENI et une autre copie à la CENI. Et ça, c'est des mesures conservatoires. Voilà. Quand le PV qui est arrivé au niveau de la CENI, ce PV-là est classé là-bas, et la CENI attend le PV qui va venir de la CENI. Maintenant, quand tous les PV-là vont venir à la CENI, il y aura forcément une confrontation. C'est-à-dire, si éventuellement il y a discordance entre ce qui vient de la CENI et ce que la CENI a déjà reçu directement, c'est là où on va vérifier d'où est-ce que vient le problème. Donc, c'est des précautions qui sont prises. Alors, si moi je ne suis pas directement dans les bureaux de vote, etc., mais ce que je sais, c'est que le président et son rapporteur peuvent transmettre le PV, ce qui va aller à la CENI, ça se fait. Et puis, disons, dans le même temps, une fois que c'est déposé à la CENI, on peut aussi convoyer vers la CENI. Or, il se trouve que il y a des CENI qui se trouvent à des centaines de kilomètres de Lomé où se trouve la CENI. Et donc, les mécanismes, les voies par lesquelles ça doit se faire, je crois que la CENI doit savoir comment est-ce que ça se fait. Ah oui, mais c'est juste pour essayer de barrer la voie à toute velléité de manipulation des chiffres. C'est pour cette raison que je voulais comprendre un peu ce qui doit se faire. Et nous marquons la pause et on va revenir dans un instant. Retour donc en studio avec notre invité. Il s'agit donc de monsieur Nestor Arianvé Agbedidi. Alors, monsieur Arianvé Agbedidi, expert en décentralisation également, coordonnateur du COSCREMA, entendez, coordination des organisations de la société civile de la région maritime. Et nous parlons bien sûr des tenants aboutissants donc du scrutin municipal qui vient de se dérouler dans notre pays, le Togo. Et alors, combien de jours dispose de la CENI? La CENI, je dis bien, pour proclamer les résultats provisoires. Je crois que ça doit être 6 jours pour proclamer les résultats provisoires. Et après, ça sera transmis à la Cour suprême. Et c'est la Cour suprême qui va recevoir
les différents recours, c'est-à-dire les contestations et tout ce qui a trait donc c'est la Cour suprême qui est habilitée à connaître le contentieux électoral. Tout à fait. Ah oui. Et donc c'est la Cour suprême qui va régler tous ces contentieux-là et proclame définitivement les résultats du scrutin Nous sommes dans le cadre de la décentralisation, mais au même moment on évoque aussi un autre terme, la déconcentration. Oui. Bon. C'est quoi? Ok, avant de venir à cette question, je voudrais quand même préciser que selon la loi, selon le code électoral, effectivement, au niveau des CELI, normalement, on devrait pouvoir faire un calcul au niveau des CELI pour pouvoir essayer déjà d'avoir des résultats, c'est-à-dire les sièges attribués, avant que ça ne soit envoyé à la CENI. Mais c'est ce que la loi prévoit? Oui, c'est ce que la loi prévoit, puisque l'article je vais voir l'article 102. Oui, l'article 102 de la loi du code électoral prévoit dans l'un de ces alinéas, on dit: au vu des procès-verbaux des bureaux de vote relevant de son ressort, la CELI effectue au fur et à mesure le recensement des votes et en publie les résultats au plus tard 2 jours après le scrutin. À la fin de la compilation de tous les résultats des votes, le président de la CELI rédige un procès-verbal signé par les autres membres qui y portent, le cas échéant, leurs observations, réclamations ou contestations. Les résultats sont affichés au siège de la CELI. Alors, si on dit que les résultats sont affichés, ça veut dire que, en principe, au niveau de la CELI, on devrait déjà connaître les sièges qui sont attribués pour chaque commune. Et c'est cela qui doit motiver les uns les autres à savoir s'ils doivent faire des recours. Oui, déjà à ce niveau, on doit pouvoir le faire. Mais étant donné que ce que j'ai dit avant, c'est par rapport aux dispositions que la CENI a prises actuellement, puisque nous sommes allés aux informations au niveau de la CENI, et il me semble que c'est des mesures de précaution qui sont prises. Non, est-ce qu'on a besoin de mesures de précaution ou bien on doit véritablement être légaliste? On doit respecter la loi, c'est ce que la loi dit, on doit respecter ça, mais nous sommes allés aux informations et officiellement la procédure que la CENI a mise en place, c'est ce que j'ai dit là. C'est-à-dire que les CELI ne publient pas les résultats provisoires. Les CELI ne vont pas faire les calculs parce que les calculs pour l'attribution des sièges, la CENI dit que c'est à son niveau que ça va se faire. Mais quand même, la loi dit au niveau de l'alinéa, je crois, à 7, qui dit au vu des procès-verbaux des bureaux de vote relevant de son ressort, la CELI effectue au fur et à mesure le recensement des votes et en publie les résultats au plus tard 2 jours après le scrutin. Donc normalement, en principe, ce mardi, les CELI doivent publier les résultats compilés à leur niveau. Tout à fait. Mais la CENI leur interdit cela. Voilà, la CENI, d'après les informations officielles que nous avons reçues de la CENI, le mécanisme qui est mis en place, la procédure qui est mise en place, c'est que tout ça là, tous les résultats, enfin tous les procès-verbaux, tout ça là, sont remontés à son niveau, et c'est au niveau de la CENI que les calculs sont faits pour pouvoir, disons, publier les résultats provisoires. Oui, mais monsieur Ahianvé, est-ce que c'est rassurant? Dans la mesure où il est aussi imposé à la CELI de publier, d'afficher à son siège les résultats qu'elle a compilés. Tout à fait. Bon, donc, ça là, je dois dire que nous sommes dans un processus d'éducation électorale et d'information des citoyens. Nous sommes dans l'obligation de dire les choses telles que les textes le prévoient. Voilà. C'est ce que disent les textes. Et ma compréhension initiale, c'était ça. Mais c'est quand on est allé aux informations au niveau de la CENI que nous avons reçu cette information que des discussions internes. On était pris pour que les résultats, aucun calcul ne se fasse directement au niveau des CELI. Bon, maintenant, vous pouvez inviter maintenant les responsables de la CENI pour s'expliquer, ou peut-être les membres du gouvernement, notamment au niveau de l'administration territoriale, pour s'expliquer. Pour voir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et je crois aussi que nous sommes dans une période très sensible, et c'est pourquoi je n'aimerais pas
qu'on s'attarde trop sur cet aspect de la chose. Au risque de jeter de la confusion dans les esprits et créer des situations qu'on n'aurait pas souhaitées. Ah oui. En tout cas, sinon, c'est l'article 102 qui se trouve à la page 49 et 50 que nous venons de lire. Là, c'est le code électoral. Tout à fait. Oui, mais quand même, M. Arianvé, je posais la question tout à l'heure sur la déconcentration, mais avant, si les résultats sont publiés, qu'est-ce qui sera la suite? Alors, une fois que les résultats sont publiés, là, on va connaître pour chaque commune le nombre de conseillers municipaux qui sont, disons, attendus. Dans les communes, on peut le rappeler, dans certaines communes de petite taille, on pourra avoir 11 conseillers. Dans d'autres communes où la population la plus grande, on pourra avoir 15 conseillers, on pourra avoir 19 conseillers, on pourra avoir 23 conseillers selon la taille de la commune, surtout en raison de l'effectif de population qui se trouve dedans. Alors, une fois qu'on aura effectif de population ou bien effectif d'électeurs? Non, effectif de population, pas parce que le nombre de sièges à pourvoir est défini en fonction de l'effectif de population dans chaque commune. D'accord. Là, c'est clair. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on aura mis en place les conseils municipaux, la première réunion qui va se faire, elle consistera à élire le maire et ses adjoints. Donc, selon la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, c'est les nouvelles dispositions, puisque la loi là a été modifiée récemment et promulguée le 26 juin. Et donc, la loi dit que 60 jours après la proclamation définitive des résultats, c'est-à-dire au moins 60 jours après la proclamation définitive des résultats, alors on va essayer de mettre en place, d'installer les conseillers municipaux. Voilà, d'installer les conseillers municipaux. Alors, 2 mois de vacances, c'est pas trop? En tout cas, c'est ce que la loi prévoit. C'est ce que la loi prévoit. Bon, maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce que les gens vont faire durant cette période? Bon, il se peut que, étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore les locaux, il n'y a pas encore... Bon, il faudra régler peut-être les problèmes d'équipement pour trouver... Dans certaines communes, il est même difficile de trouver une salle décente pour pouvoir accueillir. Donc, étant donné que on est dans un schéma comme ça, bon, c'est ce que la loi prévoit. Bon, maintenant, une fois que disons, les maires sont élus, puisque je disais, on installe les conseillers municipaux et ils procèdent à l'élection des maires et leurs agents. Les maires et leurs agents. Donc, dans une commune où on a 11 conseillers, on élit un maire et un adjoint. Dans une commune où on a 15 conseillers, on élit un maire et 2 adjoints. Celle où on a 19 conseillers, on élit un maire et 3 adjoints. Et celle où on a 23 conseillers, on élit un maire et 4 adjoints. Donc, on va mettre en place l'équipe. Alors, et on nous dit que c'est sous disons, c'est le préfet qui convoque cette première réunion où on fait ça. Et une fois que cela est fait... Et voilà que nous avons plusieurs communes dans les préfectures et le préfet va le faire selon un calendrier établi. Tout à fait. Ah, d'accord. Ça donne beaucoup de travail au préfet. Ils vont le faire dans le périmètre de leur préfecture. Et puis, selon la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, il est dit que au plus tard 1 mois après, le ministre chargé de la décentralisation va faire une tournée régionale pour présenter aux élus, aux conseillers, le programme national de développement du pays, les orientations nationales de développement du pays. Et, le PND. Oui, le PND et tout ce qui l'entoure, et ainsi que le programme de la décentralisation. Voilà. Comme ça, c'est avec ça que les représentants ou bien les conseillers municipaux vont se mettre au travail pour pouvoir bâtir leur propre plan de développement et s'occuper des problèmes de leur commune. Monsieur Nestor, permettez, nous allons accueillir maintenant les auditeurs sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Monsieur Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bon, j'ai 2 préoccupations.
D'abord, concernant la transmission des résultats là. Vous parlez qu'il doit y avoir une note vers la CENI et une encore vers la CENI. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire la photocopie de la CENI vers la CENI ou bien on fait les deux différemment? Ça, c'est là. Est-ce que vous comprenez bien? Oui, on a bien compris. Attendez, s'il vous plaît, je n'ai pas très bien compris l'idée. Vous demandez si on doit faire une photocopie de l'original? Différemment. C'est-à-dire l'écriture est différente ou bien une copie seulement et on fait la photocopie de la CENI vers la CENI. Ah, ok, d'accord. D'accord, bien noté. Alors, Cyril. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. C'est Thierry de Clapeur. D'accord, allez-y. Monsieur Joachim, s'il vous plaît, votre invité a touché un point très important, c'est la communication. La communication, c'est très important dans le processus parce que ça participe bien évidemment à la mobilisation, à la participation citoyenne, qui est le cadre de la réussite du processus. L'exemple malien nous en dit non sur le sujet parce que avant de rentrer en décentralisation, sûrement qu'il connaît très bien M. Ousmane, qui était ministre de la décentralisation sur le président Alpha Konaré, qui a fait une mission de décentralisation qui a sillonné tout le pays, village par village, il a expliqué point par point ce que la décentralisation voudrait dire en fait. Donc ça a fait que lorsque le processus est enclenché, en fait il y a eu quand même beaucoup de motivation par rapport à la participation citoyenne. Maintenant ma question, avec le découpage actuel, 117 communes que nous avons, quelle appréciation vous faites de la viabilité économique des communes? D'accord. Très bien que la fiscalité locale doit, à moyen ou bien long terme, tenir vraiment une place prépondérante dans le financement des projets que la commune aurait identifié dans le pays. D'accord, bien noté pour vous, Cyril. Et nous accueillons Jérémy derrière lui. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Nestor. Bonjour, monsieur. Merci pour ce que vous faites. Alors, ma question est relative à l'élection des maires, c'est-à-dire quand les Français se retrouvent pour choisir les maires de leur région. Bon, est-ce qu'il n'y a pas déjà d'inquiétude lorsqu'on sait que ces listes-là ont été certainement conduites par des têtes de liste? S'il arrivait que cette tête de liste, forcément, ils devaient être quand même les privilégiés. Est-ce que le DS n'était pas fixé d'avance quand on sait qu'il pourrait y avoir une certaine influence de cette tête de liste-là vis-à-vis des élections de ces maires de leur agent? Alors que peut-être sur cette liste, il pourrait y avoir quelqu'un qui aurait pu avoir sa chance, mais que ces chances peuvent être compromises par la tête de liste qui est là. D'accord, bien noté, cher ami. Et le dernier intervenant maintenant, c'est M. Bozambo. Bonjour. Oui, vous êtes toujours AAV. Avec eux. Ah, vous n'avez pas pu organiser, on n'a pas pu organiser les élections chez vous. Ah d'accord, posez la question. Et je vais poser la question. Oui. Si on ne va pas les élections dans notre localité, la cause, on ne peut pas nous dire pourquoi ils ont boycotté pour nous quand est-ce qu'on va faire les élections. Dans la constitution, on dit que là où il y avait les irrégularités, là c'est nous qui avons fait des conférences de presse et du coup ce qui se passe, et c'est pour que à cause de ça qu'on a interdit, on a suspendu pour le moment. Mais jusqu'à présent, nous les candidats, on ne comprend pas pourquoi ils ont arrêté les procédures à arrêter jusqu'à présent. D'accord. Comment on va faire pour comprendre ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous avez engagé de l'argent, des fonds dans la campagne déjà? Oui, on a fait la campagne jusqu'à la veille. Donc tous les films, les isolants sont venus à la gendarmerie, à la veille. Nous tous, on a regardé. Après un peu d'heure et la communication est tombée. Donc on est dans le coup, dans la perspective de la BCE. On n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Donc le président de la République a fait communiquer que pour des raisons techniques. Oui. Donc nous n'avons pas voté pour l'ordinateur, bien pas raison technique, on n'arrive même pas à comprendre ça. D'accord, merci. Oui, c'est pas un émissaire de la CENI, mais quand même quelques éléments. Ok. Pourquoi on a reporté le scrutin d'AV2 à AV4? Quelles peuvent être les raisons qui puissent engendrer cet état de choses?
En toute sincérité, je ne saurais répondre à ce genre de questions parce que il faut avoir les éléments. Il faut avoir les éléments et c'est l'autorité qui doit le dire. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Est-ce que les têtes de liste ne vont pas influencer l'élection des maires quand les résultats seront publiés? Alors, il faut comprendre une chose. Les listes, quand on les constitue, elles sont numérotées de 1 jusqu'au dernier. Par exemple, si on prend une commune où on doit élire 11 conseillers, on commence par 1 et on met un nom. La personne qu'on met au numéro 1, c'est ça qu'on appelle tête de liste. Et il faut comprendre que au moment du calcul, quand cette liste-là, qui comporte 11 personnes, avec M. Joachim Agbetim au numéro 1, si c'est un siège que la liste-là a obtenu, eh bien c'est M. Joachim Agbetim qui prend ce siège. Heureusement, je ne suis pas encore candidat. Ok, c'est un exemple. Oui. Et donc, les gens doivent comprendre que si on vous met au numéro 5, au numéro 6 ou bien au numéro 11 sur une liste où on doit avoir 11 candidats, vos chances d'être désigné comme élu sont faibles. Parce que on commence par attribuer les sièges à partir de la tête. Donc la tête de liste, c'est lui qui passe en premier. Si c'est un siège, peut-être ils ont gagné 3 sièges, ce sont les 3 premiers sur la liste. Mais est-ce que quelqu'un peut désister au profit de ceux qui sont inférieurs? Se désister comme ça, alors que on est allé en compétition, ça ne peut pas se faire à moins que la CENI, la CENI va proclamer le résultat, la Cour suprême aussi va proclamer le résultat définitif. Et la loi dit que c'est en fonction de la position sur la liste qu'on est désigné. Maintenant, si après, il y a pour une cause quelconque, quelqu'un qui est désigné comme étant élu, veut faire autre chose, là il peut démissionner. Mais on ne peut pas comme ça, pendant qu'on fait l'attribution, dire non, moi je laisse la place à l'autre. Non. Ce n'est pas comme ça on procède. Oui, est-ce qu'avec le découpage à 117 communes, est-ce qu'il y aura la viabilité économique des communes? Très bonne question. C'est une préoccupation majeure et il faut dire que toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne du point de vue économique. Les potentialités économiques ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des communes qui sont... la commune de Mandjouri n'a rien à voir avec le Golfe 1. Tout à fait. Et donc, ça, c'est un souci. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains observateurs ont pensé que le morcellement excessif du territoire, le fait que on ait jusqu'à 117 communes, ça va peut-être agir un peu sur la viabilité. Mais ce qui est prévu en termes d'intercommunalité préfectorale, c'est-à-dire le fait qu'il est dit que les communes doivent travailler entre elles, ça peut aider à corriger un peu. Et puis il faut aussi dire que le gouvernement a son droit de regard sur la chose et on ne permettra pas qu'il y ait des dysfonctionnements ou bien qu'il y ait... On verra peut-être l'intercommunalité qui va aussi s'inviter dans le débat, mais de toute façon, dès lors qu'on va commencer, nous verrons bien ce que la suite va donner. Est-ce qu'on peut photocopier le PV et puis l'envoyer afin que la copie soit conforme? Alors, je vais lire directement l'article 102 qui dit « Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en 2 exemplaires. » Ça veut dire que ça va être un papier carboné. Quand on écrit sur la première page, ça c'est un papier autocopiant, quoi. C'est-à-dire qu'on a en même temps la même chose derrière. Ce n'est pas une photocopie qu'on fait. C'est-à-dire que l'original est établi comme ça, mais en même temps c'est en 2 exemplaires. Et donc c'est comme ça que c'est fait. Et quand c'est comme ça, là, ça nous protège contre de fâcheuses manipulations des chiffres. Monsieur Nessa Yavé, nous sommes à la fin de l'émission. Je remercie Radio Victoire pour m'avoir invité à cette émission ce matin. Il y a quelque chose de très important que je voudrais quand même partager avec les auditeurs parce que nous sommes vraiment à la fin. La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, celle en vigueur jusqu'au 26 juin dernier, a été révisée. Et il y a beaucoup de choses qui sont maintenant intervenues. Tout ce que nous avions dit avant
ça a connu des changements. Et je crois que s'il le faut, peut-être on pourra organiser une autre émission pour voir quelles sont les nouveautés qui apparaissent dans la nouvelle loi, la loi qui est promulguée le 26 juin dernier et qui est actuellement en vigueur, puisque c'est promulgué, elle est en vigueur. Et ça parle même du Grand Lomé. Avant, le Grand Lomé n'existait pratiquement plus parce que la loi ne le disait pas. Mais avec la nouvelle révision là, il y a le Grand Lomé est revenu avec Agouenyvé et Golfe. Avec les 13 communes, oui, mais le Grand Lomé est encore là. Oui, c'est revenu et on l'appelle un district autonome, le district autonome du Grand Lomé, avec tout un dispositif que nous aimerions. Et son chef-lieu serait quoi? Le temps est maintenant passé. Sinon, si on avait le temps, on devrait vraiment entrer dedans pour pouvoir. Mais si vous le permettez, on pourra organiser. Deux occasions nous permettront bien sûr d'y revenir très prochainement. Je dis bien très prochainement afin que on puisse maîtriser le fond. Donc de cette révision intervenue le 26 juin dernier et donc la loi est déjà promulguée et est en vigueur actuellement dans le pays. Merci beaucoup monsieur Nestor Janvier Agbedidi d'être venu chez nous ce matin. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous. Et le duo, merci à IT, Kodjo TV, merci à vous également pour l'accompagnement technique. C'est fini pour ce rendez-vous, madame, monsieur. Demain sera un autre jour et nous allons toujours vous retrouver sur cette antenne. Plaise à Dieu. Alors, portez-vous bien et bonne journée de mardi chez vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.